Vous regardez vers Pâturage Télévision, c'est l'heure de votre bulletin d'information, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue. Le chef de l'État a reçu en audience dans sa résidence du Mont Ngaliema. L'émissaire du président de la Mauritanie, Ba Aïssata Yaya, était porteur d'un message du président mauritanien à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en parle avec Rachel Dassa Liwala. La République démocratique du Congo et la Mauritanie entretiennent d'excellentes relations bilatérales, séculaires, d'amitié et de coopération qui doivent être redynamisées. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le jeudi soir à sa résidence présidentielle au Mont Ngaliema, Ba Aïssata Yaya. Elle était porteuse d'un message du président de la République de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, adressé à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien que ce message personnel n'a pas été révélé à la presse, la ministre de la Mauritanie a précisé que cet entretien rentre dans les cadres du renforcement des relations solides, excellentes qui existent déjà et qui doivent être préservées. En outre, le chef de l'État et la ministre mauritanienne ont évoqué d'autres sujets d'intérêt commun pour les deux nations, notamment ceux qui se rapportent à la coopération dans les domaines tels que la pêche et le commerce extérieur. Ici est noté que la conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique, Wagner Catherine Bouy, et le nouvel ambassadeur de la RDC en Mauritanie, Eric Nyundu Kibambe, y ont pris part. Et venons en justice. Le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire trouve son écho favorable à la chambre haute du Parlement. Les immunités parlementaires de Joseph Kabila sont levées et les poursuites judiciaires autorisées contre lui. Ceci après que 88 sénateurs aient voté au Sénat le jeudi 22 mai dernier. L'ancien chef de l'État congolais est accusé notamment pour complicité et rébellion face à son comportement avec l'Alliance Fleuve Congo et le M23 suivait. Avec 88 voix pour, 3 abstentions et seulement 5 contre, les votes des sénateurs est clair. Ils autorisent la justice à lancer des poursuites contre l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur. Notez que Joseph Kabila est poursuivi entre autres pour participation à un mouvement insurrectionnel en assumant les communications des insurgés du M23, infraction prévue et punie par les articles 136 et 137 Code 3 du Code pénal militaire. Autre accusation, en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, à l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste AFC M23, fait prévu et puni par l'article 182 du Code pénal congolais, ainsi que la participation à des crimes de guerre. Et dans le même ordre d'idées, la République démocratique du Congo, à travers son Parlement, vient de lancer un message fort. Nul n'est au-dessus de la loi et la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila en est l'illustration de cette manière que certains sénateurs ont réagi à l'issue de la plénière qualifiée d'historique tenue le jeudi 22 mai au Palais du Peuple. On en parle avec Patrick Isso Bongese Bokuma. Vient de mettre fin à l'impunité. Le moment est historique. Vous avez entendu le président de notre chambre haute dire que c'est une plénière qui va rester historique. C'est une plénière qui a été une plénière de clarification. Elle a été décisive parce qu'il fallait à tout prix qu'un jour en tout cas arrive comme celui-ci pour que finalement nous soyons capables de prendre nos responsabilités. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, que dans une société, des gens pensent qu'ils pouvaient être au-dessus de la loi. Notre pays vient de lancer un message fort à travers son Parlement. Le monde entier était suspendu à travers ce qui devait se faire aujourd'hui, à travers notre Sénat. Et le Sénat de la République vient de libérer notre pays. Parce que ce pays mérite le respect. On parle de tous les jours
de son développement, mais le premier développement de notre pays va partir par l'impunité qu'il faut mettre fin. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est envoyé non pas seulement à notre collègue Joseph Kabila, mais également à nous tous, aux autres générations qui viendront après nous. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons fait notre part. Bon, ayant eu à participer à la commission spéciale, je suis satisfaite de voir que les collègues ont compris notre position, ont compris que nous devions être solidaires, que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir des mouvements armés. Donc si il est avéré par le futur que le sénateur à vie est lié à l'AFCM 23, c'est normal. Mais en même temps, une levée d'immunité ne suffit pas à une condamnation. Aujourd'hui, nous avons foi dans la justice. L'auditeur général a dit que les droits du sénateur à vie seront respectés. On a foi en ça. Autre actualité, lancement de la première édition de la Nuit du numérique à Kinshasa. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katimbwe, qui l'a lancé. Il était question de réfléchir sur l'approche que doit adopter la République démocratique du Congo dans l'utilisation de cette technologie. Patrick Issou revient. Une première en RDC, la nuit du numérique. Pour cette première édition lancée par le ministre de la Communication et Médias, le thème choisi est l'externalisation dans les industries créatives, moteur d'innovation ou défis internes. D'abord, le président de la plateforme Law and Technologies, Prosper Ntetika, qui a donné les raisons de l'organisation de ces assises. Viendra alors le tour de l'hôte de la soirée, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Il relèvera le fait que le pays n'est pas condamné à subir cette technologie. Il doit plutôt la comprendre et l'utiliser à bon escient. Et l'occasion de ces nuits numériques, justement, donne une occasion de réfléchir sur ces choses. Parce que moi, je disais le 3 mai dernier, il nous faut une directive. Après, c'est vous qui êtes des juristes, vous allez voir, est-ce que notre code du numérique répond à certains besoins ou pas? Parce que nous sommes dans un domaine qui est tellement évolutif que nous devons toujours nous mettre en avant-plan si nous ne voulons pas subir, encore que nous subissons déjà. Et donc, pour moi, c'est un plaisir d'être ici et de réfléchir. Alors, en plus, ici, on veut parler des industries créatives congolaises à l'épreuve du numérique et de l'intelligence artificielle. Intelligence créative. Mais vous savez, nous sommes la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si tout le monde a conscience de ce que nous sommes ou du pays dans lequel nous sommes. Bien au-delà du culte du potentiel que l'on nous fait, mais si vous avez suivi tout à l'heure mon prédécesseur parler d'Ishango, je ne sais pas si beaucoup ont de souvenirs d'Ishango, parce qu'il y a quelque part dans ce pays le berceau de la civilisation. Parce qu'il y a quelque part dans ce pays depuis toujours des solutions pour le monde entier. Patrick Muyaya a aussi indiqué que le gouvernement soumino envisage d'organiser un forum national sur la question, démontrant de ce fait son attention à celle-ci. Le délégué de la délégation de Wallonie-Bruxelles en RDC et d'autres intervenants ont aussi partagé leur point de vue sur la question. On va terminer en santé. Les malades en manque de sang dans les hôpitaux de Beni, dans la province du Nord Kivu, n'auront pas de problème des transfusions dans les jours à venir. Une campagne du don de sang a été lancée par la MONUSCO sur place à Beni pour le central local des transfusions sanguines. Une manière pour cette mission des Nations Unies d'apporter son soutien à la population de Beni. Regardez. 500 poches de sang, c'est ce que espère collecter le centre local de transfusion sanguine à Beni dans le Nord Kivu. C'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, qui a lancé cette campagne. C'est son personnel, les soldats de la paix, qui sont les premiers à donner leur sang pour une noble cause. Ce don de sang vient ainsi pallier les pénuries qui sont constatées dans les hôpitaux quand il est question de procéder à la transfusion. Les enfants, les femmes qui viennent accoucher et même les blessés graves ont besoin de ce sang. Nous sommes venus auprès de personnes de bonne volonté parmi les contingents ici qui peuvent donner de leur sang, qui pourra venir en aide à toutes les nécessités en produits sanguins dans les hôpitaux. Et c'est notamment les enfants qui font souvent la malaria ou bien les femmes
qui ont des difficultés en sang après les accouchements difficiles, ou soit les blessés qui viennent avec des plaies et qui ont beaucoup saigné, qui doivent subir des chirurgies. Alors, à ce moment-là, on a besoin du sang et c'est pour cela que nous devons avoir toujours le sang longtemps en avance avant que les besoins ne puissent se présenter. Même pendant que nous sommes ici en train de prélever, on venait de nous appeler pour dire qu'il y a des gens qui sont au plateau là-bas en train de chercher à attendre le sang. C'est un acte d'altruisme que posent tous les donneurs bénévoles de sang. Ils se soucient de leurs semblables en acceptant de donner leur sang. Ça montre l'empathie, la solidarité qu'on a avec les autres. Et je crois que c'est un acte d'altruisme qu'on devrait au moins incarner dans tout être humain. Parce que quand on donne le sang, on donne la vie. C'est la vie que donnent toutes ces personnes, car dit-on, donner le sang, c'est donner la vie. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur votre télévision. Au revoir.